7h30 en direct sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch, comme chaque matin, le podcast original. Oui, celui qui est fait en direct avec celles et ceux qui sont présents pendant le live. Bonjour à vous tous, ravi. Aujourd'hui, en direct de Rennes, oui, en direct de Rennes, pour vous parler des coulisses d'un super événement. Ça s'appelle Inbound Marketing France. Vous allez voir, on va parler avec son organisateur de comment on pivote, comment on monte un événement hybride et on va vous partager tous ensemble, voilà ce que ça peut donner. Bienvenue à tous ceux et tous ceux qui viennent d'arriver. Un grand plaisir de vous retrouver. Sans plus attendre, on va lancer l'enregistrement du podcast qui sera disponible dans quelques minutes sur les principales plateformes de balado-diffusion. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti pour l'enregistrement. On va attendre d'abord un petit peu. Oui, j'attends des personnes qui ne sont pas encore arrivées, tout à fait. Voilà, on va voir si elles sont là. Bienvenue à vous tous. Merci d'être présents. Je reprends un petit peu les sujets et les éléments. Voilà, c'est ça. La technique est avec moi ce matin. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est parfait. Ça arrive, ça arrive. Accueillir Michel Brébion, c'est l'organisateur d'Inbound Marketing France. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour à tous, et bien, écoutez, ça va bien à quelques heures du lancement de l'événement sur une journée de tournage et je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Ok, alors Michel, première question pour toi, qu'est-ce que c'est un événement hybride? Comment tu définis ça? Ben, écoutez, c'est vrai qu'on connaissait les voitures hybrides, là on s'est mis à l'événement hybride. Alors je le définirais comme un événement qui, on va en parler, qui multiplie du coup les formats, les supports, les moments où on peut effectivement accéder à des contenus. Donc c'est quelque chose qui est très ouvert et qui multiplie en tous les cas les manières de consommer l'événement. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui le définit et la définition est assez fraîche puisqu'en fait j'ai découvert cette année ce qu'était l'hybride et comment on pouvait le mettre en musique. Donc, tu as découvert ça chemin faisant. Quand on organise un événement, c'est la 4e année que tu organises cet événement. C'est quoi les grands enjeux qu'on rencontre quand on se dit on va le faire en présentiel et en distanciel dans ce mode hybride? Quels sont les enjeux que tu as rencontrés? Alors, je veux juste quand même préciser quelque chose, c'est qu'on n'est pas des organisateurs d'événements, hein. Donc, je pense qu'une société qui organise des événements, elle est structurée pour. Nous, en fait, ce qu'on s'aperçoit sur l'événement qu'on a organisé, c'est alors, on avait un enjeu du coup d'avoir un événement qui tienne la route, qui est effectivement, qui soit solide dans son organisation, dans sa prise de parole et dans ce qu'il apporte au public. Parce qu'avant tout, un événement, c'est de l'émotion qu'on apporte, c'est du contenu qu'on apporte. Et je pense que le mot contenu est important. Et ce qui se passe dans un événement, quand on n'est pas des pros, c'est qu'en fait, on va essayer de modéliser ce qu'on a fait. Et chaque année, pour gagner du temps et pour se mettre sans doute dans une situation de confort, on va copier un peu ce qu'on a fait pour gagner du temps, pour que ça soit plus simple à gérer. Et donc, ce qui s'est passé avec le Covid, qui est en tous les cas une opportunité, hein, dans le cas dont je vais parler, c'est qu'effectivement, il a fallu tout repenser. Puisque je rappelle, annulation des événements, donc nous, ça aurait dû avoir lieu physiquement, du coup, dans un format qu'on connaissait pour la 4e année, qui était janvier. Ensuite, on a eu annulation du lieu qui ne pouvait plus accueillir du public. Et donc, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on va, c'est un budget de 100 000 euros. Est-ce qu'on engage ce budget avec le risque qu'on a? Et donc, pour moi, les enjeux fondamentalement d'un événement, c'est d'une part de produire du contenu qui parle à la cible qui va venir à cet événement-là. Et donc, c'est véritablement cette production de contenu. Et c'est de créer de l'émotion, de créer une expérience qui est différente. La nôtre, elle est particulière. Elle est ancrée dans son territoire à Rennes, loin de Paris. J'ai rien contre Paris, mais du coup, on a une visibilité qui est forcément plus forte. Et les gens, ce qu'on disait souvent, étaient disponibles pour cette journée physique. Ils étaient venus, maintenant ils sont sur place, ils sont là, ils sont à l'écoute et ils consomment ce contenu. Et après, effectivement, c'est à but non lucratif. Donc, on a effectivement une ADN qui est particulière, c'est très altruiste, c'est tourné vers les autres. Donc là, ça en donne du coup un positionnement particulier. Donc, les enjeux de l'événementiel, c'est créer son audience, c'est ensuite proposer un contenu qui parle à la cible, et puis après, il faut créer une expérience. Okay, alors on va rentrer un peu dans le détail. Tu as changé quoi? Tu as imaginé quoi? Qu'est-ce qui a changé dans cette façon de monter cet événement? Avant, on le rappelle, ça durait une journée, 1200 personnes, dans un lieu magnifique, hein, c'est le couvent des Jacobins, c'est à Rennes. Cette année, tu as changé
à peu près tout. Raconte-nous tout. Alors effectivement, j'ai tout changé, un peu dans la douleur, parce qu'en fait, c'est beaucoup de questionnements, parce que l'hybride, on l'a vu un petit peu, je ne sais pas si d'ailleurs beaucoup ont organisé un événement hybride, je pense que c'était un peu souvent bricolé. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a posé du coup le sujet, cette fois-ci, dans sa totalité, et tu en as fait partie, PPC, je te remercie pour tes conseils. Et donc, on s'est dit, quelle expérience on peut proposer dans un format hybride. Et donc, la première analyse qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on garde quand même les bases qu'on a de notre événement. Quand on dit on repart de zéro, on repart sur la structure de l'événement, mais pas sur sa forme, son contenu, son positionnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'une part rester sur la valeur de l'événement qui est le contenu. Donc, on n'a jamais changé notre organisation, notre comité éditorial. On a construit un contenu toujours de même valeur, dans la même approche de ce qu'on faisait les 3 dernières années. On s'est juste dit comment on va le distribuer et comment on va l'animer. Mais le contenu est resté le cœur du sujet, avec des speakers qu'on va chercher très loin. Je rappelle qu'il y a Seth Godin, c'est loin d'être neutre pour cette édition-là. Et donc, grosse exigence sur le contenu. Voilà. Et ensuite, se dire comment on peut s'adresser aussi à notre audience, qui du coup va être un peu perturbée. Elle venait physiquement, c'est plus la même expérience. Et donc, ce qu'on a fait au final, c'est de se dire, on va créer un événement qui répond donc, au contexte du moment, qui est après le Covid, et on va essayer de proposer du coup du contenu qui s'adapte à la consommation un peu accentuée par le Covid et la période qu'on a connue. Donc on s'est dit, il faut que les gens qui forcément en ont un peu marre, sans doute, il faut se le dire, de consommer du digital depuis quelques mois, comment on peut leur apporter quelque chose qui est une expérience différente, et puis de l'autre côté, comment on peut mettre tout ça en musique. Et donc l'articulation, elle paraît simple maintenant, mais elle ne l'a pas été, parce que des fois, quand je l'expliquais, certains disaient, attends, c'est quoi ton truc? Je ne comprends plus rien. En fait, on a une semaine digitale qui va du lundi au vendredi. Et pourquoi elle va du lundi au vendredi? C'est que si on a consommé beaucoup de contenus digitaux, qu'on en a un peu marre, et quand c'est étalé sur une semaine, je peux picorer un contenu un lundi et je peux en picorer un jeudi. Ce qui fait que je ne suis pas une journée devant mon écran, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui de solliciter les gens qui viennent sur une journée. Donc ça, c'est déjà une clé de lecture qu'on a eue, c'est de se dire, je donne de l'oxygène sur cette semaine et je peux picorer plusieurs contenus. Deuxième élément très important, c'est qu'on a proposé des formats différents. Alors, des débats, alors sous forme webinaire, mais en tous les cas, c'est des débats, c'est interactif, il y a des questions. Donc là, c'est un enjeu qui est assez intéressant. On a proposé des conférences assez classiques, mais plus courtes dans le format, donc avec plus de dynamisme. On a proposé des tables rondes et on a proposé des masterclass. Et ce masterclass que je trouve assez intéressant, il dure 30 minutes, c'est un peu une capsule, et en fait, il est rythmé par une forme d'émission TV, c'est-à-dire qu'on a intro, outro, des synthés, paroles d'experts, expérience client, et dedans en plus on a été chercher une technologie où les gens étaient à distance pour des raisons que vous connaissez. Alors plus le temps avance, plus on se dit mais c'est bizarre leur truc, parce qu'aujourd'hui on pourrait presque, mais il y a 15 jours, il y a 3 semaines, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, comme on a pris en fait des gens dans des lieux différents, quand on monte ça dans le masterclass, c'est rythmé par quand la personne parle, on la voit. Quand une personne lui répond, on la voit. Et donc, ça rythme le fait de voir des gens différents parler, ça rythme en termes de sonorité, parce qu'il y a des musiques, etc., des jingles. Et donc, je crois que ce qu'on a fait, qui est, franchement, il faut être assez modeste, parce que, encore une fois, ce n'est pas notre métier, c'est en tous les cas donner du rythme, donner une identité visuelle, une identité sonore, du coup, et multiplier les formats. Donc, dans cette semaine, et ce que le public ne voit pas forcément, c'est qu'on a du coup créé aussi un squelette de contenu choisi par le comité éditorial sur 7 contenus à forte valeur ajoutée. Seth Godin, le renouveau de la newsletter, Mike Levy sur la data, sur les data du Frio, donc des contenus choisis. Et ces contenus-là, on les tourne sur une journée qu'on va appeler une journée de tournage VIP physique avec 60 personnes, dont la chose qui était possible quand on l'organisait. Et donc, on répond à la fois à des VIP qui viennent consommer et là, qui vivent l'émotion, qui se rencontrent peut-être pour la première fois depuis un an. Il y en a qui me disent, moi, j'ai pas fait d'événement depuis un an. Et ce contenu-là, 3 de ces contenus de cette journée qui a lieu aujourd'hui sont redistribués en live, du coup, dans la semaine digitale. Et 2 sont redistribués mercredi, jeudi, vendredi. C'est-à-dire que le programme d'aujourd'hui, du digital, n'est pas le même que le programme qui est fait sur la journée physique. Et donc, c'est cette articulation qui a permis de distribuer, en fait, une sorte de programme semaine et un programme journée, tout ça articulé dans des formats différents, des temps différents, mais en tenant compte de choses plus précises, plus courtes, plus dynamiques. Et donc,
Alors, ça ne s'est pas fait, je n'ai pas sorti ça du chapeau, on a été très, très bien conseillés. Et c'est ça qui a été aussi intéressant. Je crois que cet événement, il a un comité éditorial qui aide, on lit les livres, on regarde des vidéos, on regarde toute personne qui pourrait intervenir. Et il a été aussi, comment dire, co-construit avec des gens de bonne volonté qui nous disent non, mais attends, ton format là, je ne le vois pas comme ça, il ne va pas fonctionner, fais plus court, faut qu'il y ait un retour d'expérience. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ce travail collectif, encore une fois, autour d'IMF qui fait partie de son ADN, qui fait que on a réfléchi et puis on l'a fait. Et pour l'instant, c'est un succès. C'est 2000 inscrits. C'est un engagement très, très fort sur chaque masterclass, puisqu'il y a à peu près 5 propositions par jour. On est globalement à 350, 400 participants par masterclass. Donc, on voit que l'engagement, les gens vont consommer plusieurs contenus dans la journée. Ok, alors moi, ce que je retiens en synthèse, c'est que globalement, ce que tu as fait comme travail, ça me fait penser furieusement au business model Canvas. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours les mêmes segments de clientèle, voilà, des personnes qui viennent, qui veulent se connecter avec l'événement. Tu as gardé ta proposition de valeur, ton cœur de valeur, et puis tu as changé. Alors, la relation n'a pas changé, c'est toujours le même sujet, c'est vraiment ce que tu amènes en relation. Par contre, c'est dans la façon de distribuer les contenus que tu as changé beaucoup de choses pour être très agile, pour pouvoir tenir compte des contraintes du moment, qui n'était pas facile à l'époque quand tu as commencé à travailler sur l'événement, puisque c'était mouvant. Et puis, finalement, dans ce que tu proposes comme contenu, tu as revisité la façon de les faire, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement que tu en tires, que tu pourrais partager avec celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion sur le podcast? Et puis, on parlera ensuite avec celles et ceux qui sont en direct sur YouTube, Twitter et Twitch. Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement? Ce que je retiens comme enseignement, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit dans les enjeux, c'est le contenu. En fait, le contenu peut prendre une forme différente, un format différent. D'ailleurs, on a un format là qu'on fait qui est le podcast, qui pourrait très bien être intégré du coup aussi, et on ne l'a pas fait, mais il serait intéressant d'intégrer des formats différents pour une consommation différente, donc d'aller encore plus loin dans des formats proposés. Autre élément, c'est les réseaux sociaux sont un amplificateur énorme de ce type d'événement. Et donc, je trouve qu'on a réussi à expliquer ce qu'on faisait en ayant du coup deux communications, une communication grand public sur un événement 100% digital, qu'il a consommé, qu'il a compris et pour lequel il s'est inscrit, et une communication privée vers des VIP. Et donc c'est extrêmement intéressant d'avoir réussi à articuler non seulement l'événement, mais avoir aussi articulé la communication. Et un autre élément clé, n'étant pas expert du sujet de l'événementiel, c'est on a cette année travaillé avec une agence de presse. Et donc c'est bien parce que en fait, quand on est bousculé dans ce qu'on sait faire, eh ben, on est aussi bousculé dans des repères. Et moi, j'avais des repères pour lesquels j'étais assez convaincu que je savais. Et au final, je ne savais pas, parce qu'aujourd'hui, on avait globalement 6 à 7 médias qui suivaient l'événement. Avec une agence de presse, on en a 19. Donc, ça veut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est bousculé, d'autres sujets qui sont à la limite pas le sujet de l'année, on était plutôt dans comment on va redistribuer tout ça, m'ont bousculé aussi sur des acquis que j'avais, des croyances que j'avais, et m'ont fait aussi évoluer dans ma manière de communiquer. Donc ça, c'est intéressant de se faire aussi. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est on dit que du coup une crise, c'est aussi le meilleur moyen d'apporter des changements profonds. Et on a aussi souvent des certitudes. On croit savoir, on l'a fait depuis 3 ans, on se dit mais non, mais moi mon truc qui roule, et voilà. Et donc mes certitudes, elles ont été non seulement bousculées sur le format, mais elles ont été bousculées aussi sur ma manière de communiquer sur l'événement. D'accord, donc ce que tu retiens et ce qu'on peut retenir, c'est un, on fonce, quand on a envie, on fonce, et deux, en y allant, on va découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas, on s'était peut-être installé dans des routines, et finalement, il y a des belles choses, des belles opportunités. Merci, bravo. Michel, on te souhaite une bonne journée. Alors, nous enregistrons cet épisode du podcast. L'événement physique avec les VIP n'a pas encore commencé. Et voilà. À très bientôt. Alors, allez, tiens, c'est quoi tes envies pour 2022? Mes envies pour 2022, c'est déjà effectivement de trouver un point d'équilibre sur comment les gens vont consommer l'événementiel, parce qu'en fait, l'enjeu majeur, c'est de se dire, aujourd'hui, pour moi, cette crise sur l'événementiel, elle est quand même profonde, et donc c'est d'essayer de comprendre comment le pays va apprécier, gérer l'événement qu'on est en train de créer, et de tirer des leçons de ça pour se dire, c'est quoi l'événement de demain? Et donc là, il y a un enjeu qui est colossal, alors pour toute une profession, mais aussi pour des gens comme nous qui le faisons par passion, c'est quoi demain l'événementiel et qu'est-ce qu'on propose au public. Et je suis assez convaincu de la discussion qu'on a là en direct, c'est que multiplication des formats, expérience, et l'expérience peut être aussi du coup digitale et physique. Et je vais juste me permettre de donner du coup un atout important, c'est qu'on était malgré tout, on est à Rennes, on est en Bretagne, on avait un public de la moitié de la France avec beaucoup de Parisiens. On ne touchait pas par exemple Strasbourg et Lyon, et aujourd'hui on touche toute la France avec le digital. Donc ce mix hybride
permet aussi de rapporter du coup une audience qu'on ne touchait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup à innover, il y a beaucoup à réinventer. Et je pense que l'événementiel a encore de belles années devant soi. Super. L'hybride a du potentiel. Mille merci Michel. Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. J'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton sur ton application de podcast qui te permet de partager avec celles et ceux qui te sont chers. Si tu n'es pas encore abonné, c'est facile. Il y a aussi un bouton pour pouvoir s'abonner. Et puis, si tu es sur Apple Podcast, un petit geste sympathique, ça va faire un bien fou à l'algorithme. N'hésite pas à poser 5 étoiles, un commentaire, et tu vas voir, c'est terrible. Je te laisse, on a rendez-vous avec celles et ceux qui sont encore en direct avec nous sur Twitter, YouTube et Twitch pour la partie des questions. Merci à toi, ciao ciao. Et bien voilà, alors mes amis, on est parti, on est toujours avec Michel, on est toujours présent. L'événementiel de demain se joue aujourd'hui. C'est Christian qui nous le dit, Céline nous dit bravo Michel. Et Christian a sorti, oui, a trouvé sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Cela permet de foncer et d'aller vraiment plus loin. Belphégor sur Twitch nous dit ça fait du bien d'être bousculé, c'est vrai. Michel, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Allez, on est entre nous, on est sur YouTube, Twitter et Twitch, donc ça reste sur l'internet public, voilà, c'est vraiment entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête avec toutes ces contraintes? Tu t'es dit, je le fais pas cet événement, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut être honnête, beaucoup de stress parce que c'est un enjeu. Alors, comme je le disais, on n'est pas un organisme d'événements et donc on engage un budget aussi et on engage des partenaires. Et donc, on se doit pour les partenaires d'apporter une proposition de valeur. On n'est pas sûr de la tenir. Et ensuite, on engage des budgets. Donc, on peut très clairement faire un déficit et là, mettre en péril une activité qui n'est pas la mienne. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup de stress. Et puis de se dire comment le public va consommer l'événementiel dans le contexte où on est, où tout le monde dit des webinaires, j'en ai marre, je suis en visio toute la journée, donc j'en veux plus. Et donc, tout se mélange un peu. On se dit, est-ce qu'il faut le faire et est-ce que ça va plaire? Et donc, on est un peu quand même en stress. Moi, je me suis toujours dit que si je ne le faisais pas, c'est à but non lucratif et c'est une bande de passionnés et on est plutôt bénévole dans cette fonction-là, je me suis dit, quand on ne fait pas un événement pendant 2 ans, est-ce qu'on repartira? Et donc, je me suis retrouvé pris en fait par plusieurs sentiments. C'est de se dire, oui, il y a du stress, il y a de la crainte, il y a des enjeux financiers, est-ce que je suis capable de respecter mes engagements vers les partenaires? Mais de l'autre côté, c'est peut-être la fin. Parce que du coup, je ne vais peut-être pas repartir parce que ça demande tellement d'énergie. Je compte un peu mes heures, je fais 230 heures de bénévolat sur cet événement-là. Et comme je disais, des journées bien remplies. Donc la question, elle a été celle-là et elle doit être celle-là. Souvent, c'est de se dire, pendant 4 ans, on a emmené des équipes, on a créé quelque chose, etc. Est-ce qu'on va tout arrêter parce qu'il y a le Covid, etc. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas arrêter. Et donc, à un moment donné où j'ai pris la décision de ne pas arrêter et de poursuivre, ça a été comment je vais faire. Et donc, c'est là qu'effectivement, tout s'est un peu mélangé. Et je remercie encore tout le collectif qui m'a aussi bousculé pour me dire, non, ton format est trop long, il faut faire plus court, il faut changer les formats, il faut que ça soit dynamique. Et puis là, il y a tout en musique. Et puis, ça se dessine au final. Les premières réunions, on se dit, putain, ils sont chiants, ils n'arrêtent pas de critiquer ce que je propose. Moi, j'avais mes habitudes. On est dans une zone de confort. On est rassuré par ce qu'on sait faire et ce qu'on s'est proposé. Et ça marchait. À part que ça ne marchera peut-être plus. Et c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait toute la passion d'essayer de créer quelque chose de nouveau. D'accord. Décision prise donc de ne pas arrêter la locomotive parce que pour la faire redémarrer, c'est trop compliqué. Tu peux nous parler un petit peu des coulisses? Allez, ton comité éditorial, ça marche comment? Je vois une à travers la vitre là qui a travaillé sur le comité éditorial. Écoute, le comité éditorial peut paraître très simple. On a un outil qui s'appelle Asana. Il y a Trello qui existe, mais donc on a Asana. Et dessus, du coup, on met pas mal de propositions. Chacun met j'ai lu ça, je trouve ça intéressant, j'ai vu ce speaker-là. Et puis du coup, il y a une sorte de liste qui se fait alors 1 an avant. Et puis, on se fait des réunions et puis on check les listes. Et t'en penses quoi? Et la question, c'est quelqu'un peut être très bon à écrire un livre qui est bien, mais être très mauvais en prise de parole. Donc, en fait, ça s'arrête à une analyse qui est assez complète. Et du coup, on travaille ça, on regarde ce qu'on a proposé les années précédentes, ce qui a fonctionné. Et souvent, on fait un sondage à la fin, on regarde les thématiques du moment. Et puis, nous-mêmes, on fait de la veille. Donc, en fait, on a plein de choses, on se dit c'est intéressant. Alors, quand on a posé tout ça, on n'a pas posé grand-chose parce qu'en fait, il faut articuler tout ça pour répondre au public. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Et donc, aujourd'hui, quand on va tout à l'heure parler de newsletters, le renouveau des newsletters, c'est un sujet clé. Quand on parle des data sortir du frigo, c'est un sujet clé. Quand on parle du social media, alors on fait une table ronde aujourd'hui animée par Laura qui est très intéressante parce que on a trois speakers qui sont d'univers différents, qui ont des approches très différentes. Donc, on n'est pas dans une zone de confort. On vient challenger le sujet. Et donc, est-ce que nos sujets décidés 1 an en avance pratiquement vont être dans la tendance du moment? Et je pense toujours à une discussion qu'on a eue hier soir, c'est sur le remote work.
puisqu'on a, l'année dernière, on a eu du coup le patron de Zapier, Wade Foster, qui est venu parler du remote work, alors qu'en France, personne ne pratiquait, et un mois après, tout le monde y était. Donc en fait, est-ce qu'on a cette capacité à avoir toujours une longueur d'avance sur les thématiques? Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir Seth Godin, qui va nous donner quand même son regard aujourd'hui sur le digital de demain, avec 40 minutes de questions-réponses avec le public. Et donc voilà, il faut être, je pense, assez avant-gardiste dans les thématiques, tout en étant dans le ton et dans la séquence pour répondre aux problématiques des clients. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut avant tout dans cet événement-là, c'est donner les clés du digital à toutes les entreprises pour se développer et de les aider à mieux comprendre ces leviers. Ouais. Alors toi, tu es un expert de l'inbound marketing. Tu as une question de Zuber qui nous dit à quand un événement accessible en termes d'accessibilité numérique? C'est quoi la part de l'accessibilité dans l'inbound? La part de l'accessibilité, moi, c'est je dirais l'axe que j'ai pris, c'est on a fait beaucoup de masterclass ou de prise de parole qui, ils l'ont fait et ça fonctionne. Et donc, on donne la parole à des gens d'entreprises différentes, une start-up, une entreprise industrielle, etc. Donc, l'accessibilité, elle est dans le témoignage. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis le début. On a pas mal de séquences sur les années précédentes sur Inbound Marketing France où vous avez à chaque fois 4 témoins sur la même émission. Et donc, je pense que l'accessibilité, elle est là, c'est d'écouter, de comprendre, parce qu'en fait, on ne travaille pas l'inbound marketing ou la compte-based marketing de la même façon quand je suis une start-up, quand je suis dans l'industrie, quand je suis dans le service. Donc, en fait, j'ai envie de dire que toutes ces stratégies-là, au départ, elles sont un peu théoriques. Et donc, ce qui fait la force du coup de ces stratégies-là, c'est comment je l'adapte à mon entreprise, à mes produits, à mon service et à mon organisation. Donc, en fait, c'est ça l'accessibilité. Ok, mille merci Michel. Tu es à la bourre, il y a plein de trucs. Voilà, ça va démarrer dans quelques minutes. Mille merci à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct. Un grand plaisir. On se retrouve demain matin. Ouais, c'est un peu une surprise. Demain matin, on va faire un tuto. On sera avec Alice. On va vous parler de Chrome 91, la nouvelle version de Chrome. Je vous souhaite une super belle journée et à très très vite demain matin. Portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao.